Bienvenue au chapitre le plus sombre de l'histoire. Un récit écrit non pas à l'encre, mais dans le sang. En juin 462, la terre de Valachie. L'aube se leva sur les vallées des Carpates, répandant une lumière dorée sur des champs encore marqués par la guerre. L'herbe était piétinée, la terre était teinte de rouge, l'air était lourd du fumée des villages réduits en cendres. Mais ce que le soleil levant révéla ce matin-là n'était pas la vie, c'était la mort. Les premiers à le voir furent les éclaireurs ottomans. Des hommes aguerris, vétérans d'innombrables guerres, des soldats qui avaient traversé des empires, qui avaient vu Constantinople tomber, qui s'étaient tenus au milieu des ruines des royaumes. Ces hommes croyaient que rien ne pouvait les ébranler, jusqu'à ce jour. L'avertissement vint d'abord de l'air, une puanteur, épaisse et suffocante, s'élevant comme un mur. La douceur aigre de la décomposition leur serrait la gorge. Puis vint le son, le bourdonnement constant des mouches, le croassement rauque des corbeaux. Et puis leurs yeux s'écarquillèrent. Ce qui s'étendait devant eux n'était pas un champ de bataille. C'était une forêt. Mais les troncs n'étaient pas des arbres. C'étaient des pieux. Des milliers de poteaux en bois aiguisés, enfoncés profondément dans la terre. Et sur chacun, un corps. C'était une forêt d'empalés. Plus de 20 000 Ottomans, hommes et femmes, paysans et soldats, même des enfants. Leurs cadavres s'étendaient sur des milles en un mur de mort en croissant, large d'un demi-mille. Certains étaient frais, les visages tordus d'agonie, le sang coulant encore de leurs blessures. D'autres étaient là depuis des jours, la peau enflée et noire, les yeux déjà arrachés par les oiseaux. La chaleur estivale avait transformé l'air en un brouillard suffocant de putréfaction. Et pourtant, certains étaient encore vivants. Des gémissements faibles s'échappaient, nains de la forêt. Des membres tressautaient, des têtes roulaient de côté. Les victimes languissaient pendant des heures, parfois des jours, leurs vies étirées en un pur tourment. Les pieux de bois gémissaient sous leur poids, alors qu'elles glissaient lentement vers la mort. Les soldats craquèrent. Des vétérans de la conquête s'effondrèrent dans la terre, vomissant, se signant, murmurant des prières. Et dans le silence entre leurs halètements, des mots se répandirent comme du poison. Ce n'est pas la guerre, c'est l'enfer lui-même. Même le sultan Mehmed II, le conquérant de Constantinople, l'homme qui avait écrasé l'empire byzantin, qui avait ébranlé toute l'Europe, même lui resta silencieux. Pour la première fois, la détermination du sultan vacilla. Devant lui ne se trouvait pas une armée, mais la folie elle-même. Parce que ce n'était pas un champ de bataille, c'était une scène construite pour la terreur. Et l'homme qui l'avait construite n'était pas un prince ordinaire. Son nom était Vlad, fils de Vlad Dracul. Mais l'histoire ne se souvient pas de lui comme d'un roi, ni même comme d'un homme. L'histoire se souvient de lui comme de Vlad l'Empaleur. L'empalement n'était pas son invention, mais c'est devenu son obsession. Là où d'autres voyaient une punition, Vlad y voyait une performance. Il transforma l'exécution en théâtre, l'agonie en arme. Il remplit des vallées de pieux, sculpta des forêts de chair et fit de la mort elle-même sa signature. En ce matin d'été de 462, alors que l'armée ottomane reculait d'horreur, le monde fut témoin du chef-d'œuvre d'un souverain qui avait choisi la peur plutôt que la miséricorde, la brutalité plutôt que le compromis. Le pieux était sa couronne, son trône, sa légende. Mais l'empalement n'était qu'un de ses cauchemars. Vlad fit bouillir des hommes vivants. Il les scia en deux. Il cloua des turbans sur des crânes. Éduisit des villages en cendres. Son imagination pour la cruauté était sans fin. Chaque torture plus sombre que la précédente. Chaque exécution un nouveau chapitre dans son théâtre de la mort. Et pourtant, toutes ces histoires viendraient plus tard.
Aujourd'hui, nous commençons là où sa légende est née, avec le pieu, avec l'art de l'empalement, avec l'horreur qui lui a donné son nom, Vlad l'Empaleur. Vlad l'Empaleur ne fut pas le premier homme de l'histoire à utiliser le pieu comme arme. Bien avant lui, l'empalement avait taché la terre. Les Babyloniens l'avaient utilisé. Les anciens Perses l'avaient utilisé. Même les Ottomans eux-mêmes avaient élevé des hommes sur des poteaux de bois en guise de punition. Mais au cours de tous ces siècles, c'était rare. Un spectacle pour une poignée de criminels, un avertissement pour quelques ennemis. Jamais il n'avait été utilisé comme Vlad l'utiliserait. Pour lui, l'empalement n'était pas la justice. Ce n'était même pas une exécution. C'était du théâtre. C'était la terreur transformée en art. Il voyait dans le pieu quelque chose de plus que la mort. Il y voyait un message. Une déclaration gravée dans la chair humaine et le bois. Voici ce qui attend ceux qui me défient. Et contrairement à d'autres souverains, Vlad ne s'est pas arrêté à un ou deux. Il a construit des forêts, des paysages entiers d'agonie. Le processus lui-même était une cruauté calculée. Un pieu était choisi, long, épais, aiguisé jusqu'à une pointe mortelle. Parfois la pointe était même graissée, afin qu'elle glisse plus facilement à travers le corps, prolongeant l'agonie. La victime était dénudée, ligotée mains et pieds, traînée devant la foule. Les soldats soulevaient de la figure impuissante, la forçant à s'enfoncer sur le bois aiguisé. Le point d'entrée variait, parfois par le rectum, parfois par le vagin, parfois par le ventre. Mais les hommes de Vlad étaient prudents. Le pieu était incliné délibérément, de sorte qu'il manquait le cœur, manquait les poumons, manquait les organes vitaux, X qui aurait apporté une mort rapide. Au lieu de cela, le bois déchirait lentement les muscles et la chair. Il traçait un chemin brutal vers le haut, émergeant parfois de la poitrine, parfois de la gorge, parfois de la bouche. Et la victime vivait. C'était la véritable horreur. Ils pendaient là, tressautant, secouant, se tordant. Certains gémissaient, certains hurlaient jusqu'à ce que leur voix s'éteigne. La mort ne venait pas rapidement. Des heures passaient, parfois des jours. Le corps glissait plus bas sous son propre poids, entraînant le pieu plus profondément, élargissant la blessure, jusqu'à ce qu'enfin, la vie cède le pas au silence. Les cris portaient sur des miles. Les villageois se cachaient chez eux, se bouchant les oreilles avec des tissus pour étouffer le son. Mais le son n'était que la moitié du message. La vue était pire. Des rangées de victimes, leurs visages tordus d'angoisse, leur sang s'écoulant le long du bois, leurs yeux grands ouverts et brisés. Pour ceux qui regardaient, ce n'était pas seulement une exécution. C'était un avertissement. Les boyards de Valachie, les seigneurs nobles qui avaient longtemps comploté et trahi, qui avaient assassiné le père et le frère de Vlad, furent parmi les premiers à apprendre sa leçon. C'était Pâques, la saison de la Renaissance, de la célébration. Vlad invita des centaines de nobles et leurs familles dans sa salle. Ils festoyèrent à sa table, burent son vin, rirent sous son toit. Et quand le festin fut terminé, quand le dernier toast fut porté, les soldats arrivèrent. Les nobles furent traînés dehors dans la nuit. Certains supplièrent, certains exigèrent, certains le maudirent en face. Cela ne fit aucune différence. Des pieux avaient déjà été préparés. De longues rangées de bois aiguisés attendaient au-delà des murs de la ville. Les nobles y furent forcés un par un. Leurs femmes crièrent tandis que les sots, les liens, les dénudaient et les élevaient à côté de leurs maris. Leurs enfants, épargnés seulement du pieu, furent emmenés enchaînés, conduits au château de Puenari, où ils passeraient le reste de leur courte vie à transporter des pierres et du mortier, le long des falaises, jusqu'à ce que l'épuisement les tue. C'était plus que de la vengeance. C'était une extermination. En une nuit d'horreur, Vlad détruisit toute une classe de rivaux. Le message était clair.
Aucune trahison ne resterait impunie. Aucun noble ne se tiendrait au-dessus de lui. Aucune puissance autre que la sienne ne régnerait en Valachie. Et il ne s'arrêta pas là. Les empalements se répandirent. Traîtres, voleurs, espions, des villages entiers accusés d'aider ses ennemis, des soldats capturés à la guerre. Quiconque le défiait pouvait s'attendre à finir sa vie sur le pieu. L'ampleur grandit. Des dizaines devinrent des centaines devinrent des milliers. Et bientôt, le nom de Vlad n'était plus murmuré avec loyauté, mais avec effroi. Pour son peuple, il était leur protecteur. Pour ses ennemis, il était le diable des Balkans. Et pour le monde, il devint quelque chose de nouveau. Vlad l'Empaleur. Les boyards n'étaient que le début. Vlad avait fait un exemple des nobles, mais son pieu n'était pas destiné à eux seuls. Les forêts d'empalés commencèrent à croître partout où son ombre tombait. Des villages accusés de trahison, des paysans qui aidèrent ses ennemis, des marchands saxons qui refusaient ses ordres, même des pillards ottomans capturés sur ses terres. Tous se retrouvèrent soulevés dans les airs sur des poteaux aiguisés. Le processus fut répété si souvent qu'il devint un spectacle. Les citadins se rassemblaient pour regarder, certains avec horreur, d'autres avec admiration. Les soldats accomplissaient le travail macabre avec une précision mécanique, comme s'il ne s'agissait pas d'une exécution, mais d'un rituel. Les condamnés étaient dénudés, ligotés et hissés haut. Certains imploraient la miséricorde, d'autres crachaient des malédictions jusqu'à ce que la pointe transperce leur corps. Chaque cri devenait partie de la performance, chaque figure tordue, un symbole de la volonté de fer de leur prince. Mais Vlad ne laissa pas cela au hasard. Même dans la cruauté, il y avait de l'ordre. Le rang de la victime décidait de la hauteur du pieu. Les nobles et les envoyés étrangers étaient élevés plus haut, dominant les criminels ordinaires empalés en dessous. L'arrangement devint une hiérarchie grotesque, la mort elle-même structurée par le statut social. De cette manière, Vlad renforçait son pouvoir. Un rappel que même dans la tombe, il n'y avait pas d'égalité, seulement son jugement. Les voyageurs racontaient des histoires de ces banquets. Comment Vlad dînait à l'ombre des empalés, mangeant calmement son repas, tandis que des centaines de victimes tressautaient et hurlaient autour de lui. Certains disaient qu'il trempait du pain dans le sang de ses ennemis avant de le porter à ses lèvres. Vérité ou légende, l'histoire se répandit comme une traînée de poudre. Pour les étrangers, c'était la preuve qu'il n'était pas un homme, mais un monstre qui festoyait en compagnie des morts. Et pourtant, pour son peuple, il y avait une méthode dans la folie. La Valachie avait été déchirée pendant des générations, des factions nobles s'entretuant, des puissances étrangères tirant les ficelles, le peuple écrasé sous d'interminables trahisons. Dans le pieu, les paysans voyaient un prince qui n'hésiterait pas, qui ne vacillerait pas, qui frapperait la terreur si profondément dans le cœur des ennemis que personne n'oserait plus le trahir. Ce n'était pas seulement de la cruauté, c'était de la stratégie. La peur devint son armée, la terreur devint son bouclier. Le point culminant de cette horreur survint en 1362, lorsque le sultan Mehmed II chute. Enragé par la défiance de Vlad, marcha en Valachie avec l'une des plus grandes armées jamais vues dans les Balkans. Vlad sut qu'il ne pouvait pas les affronter de front. 90 000 hommes, des vétérans endurcis par la chute de Constantinople, portant les bannières de l'Empire ottoman. Contre eux, Vlad ne commandait qu'une fraction, pas de nombre, pas de chance, à moins qu'il n'utilise autre chose. Alors, il se tourna une fois de plus vers la terreur. Après des semaines de raids nocturnes et d'embuscades, de terres brûlées et de puits empoisonnés, Vlad prépara sa plus grande performance. Près de la capitale de Targoviste, il ordonna que 20 000 prisonniers et paysans ottomans soient empalés. Les pieux s'élevèrent en un mur en croissant,
s'étendant sur 2000, large d'un demi-mile. Lorsque l'armée du sultan approcha, l'air lui-même semblait maudit. La puanteur de la putréfaction les étouffait. Des nuages noirs de mouches tourbillonnaient autour de leurs visages. Des oiseaux planaient au-dessus, arrachant la chair des morts. Et pourtant, certaines victimes gémissaient faiblement, empalées quelques heures auparavant seulement. Des soldats vétérans craquèrent. Leur courage leur fut arraché par l'ampleur de l'horreur. Ils avaient affronté des épées, des flèches et des canons. Mais rien ne les avait préparés à un royaume transformé en cimetière, une terre métamorphosée en théâtre d'agonie. Même Mehmed, le conquérant, fut ébranlé. Malgré toutes ses victoires, tout son pouvoir, il y avait là un ennemi qui combattait non pas avec des hommes, mais avec la folie. Le sultan fit demi-tour. La plus grande armée du monde recula devant un prince qui commandait moins de soldats qu'une seule division ottomane. Et ce n'était pas à cause de la force, c'était à cause de la peur. Vlad avait transformé le pieu en arme jusqu'à ce qu'il soit plus tranchant que n'importe quelle épée. À partir de ce moment, son nom fut gravé dans la légende. Pour son peuple, il était un protecteur. Pour ses ennemis, il était le diable de Valachie. Et pour le Moé, il devint quelque chose de plus sombre, l'homme qui construisit des forêts de mort. Mais ce n'était pas la fin. Le pieu n'était qu'un instrument dans son orchestre de la douleur. L'imagination de Vlad pour la cruauté s'étendait bien au-delà. Pourtant, ici, parmi les forêts de bois et de chair, parmi les gémissements des mourants et le silence des morts, sa légende prit racine. Le pieu était sa couronne, son trône, sa marque sur l'histoire. La retraite de l'armée du sultan aurait dû être le point culminant, le moment où Vlad aurait assuré son trône et son héritage en tant que héros de la chrétienté. Et pourtant, pour lui, ce ne fut que la preuve que la peur fonctionnait mieux que n'importe quelle armée. Cela confirma ce qu'il croyait déjà, que la terreur était une arme bien plus tranchante que l'acier. À partir de ce jour, l'empalement ne fut pas seulement sa punition, mais son langage, sa signature, sa déclaration au monde. Les histoires se répandirent rapidement, colportées par des paysans terrifiés, par des marchands capturés, par des envoyés qui avaient été témoins de l'horreur et avaient survécu. Il parlait d'un prince qui pouvait vider une vallée de vie et la remplir de cadavres. D'un souverain qui commandait non pas des hommes, mais des cauchemars. Des pamphlets saxons imprimés dans les États allemands contenaient des gravures sur bois de forêt de corps empalés, de Vlad calmement assis à une table tandis que des victimes se tordaient autour de lui, d'hommes et de femmes élevés sur des pieux comme des arbres grotesques. Ces pamphlets exagéraient, déformaient, voire inventaient des détails, mais la vérité sous-jacente était indéniable. Vlad avait créé une image de terreur si puissante qu'elle dépassait les frontières. Mais derrière le spectacle, il y avait quelque chose de plus profond, le contrôle. La Valachie avait longtemps été une terre de trahis. Où les nobles changeaient de camp comme des roseaux au vent, où les puissances étrangères installaient des princes comme des pions sur un échiquier. Vlad ne voulait rien de tout cela. Il voulait être plus qu'un pion. Il voulait être absolu. Et l'empalement lui donna cela. Les boyards qui avaient trahi son père et assassiné son frère avaient disparu. Les nobles qui complotaient contre lui rencontrèrent leur fin sur des pieux. Des villages entiers qui abritaient des traîtres furent effacés. Chaque empalement était un message gravé dans le sang. Cette terre est mienne. Sa loyauté est mienne. Sa peur est mienne. Il transforma les exécutions en théâtre public. Lorsque des envoyés de pays étrangers arrivaient, il s'assurait que les empalés soient visibles à l'extérieur de sa capitale, les pieux alignés le long des routes, les cadavres se balançant au vent. Marchands et voyageurs traversaient ces forêts lugubres, rapportant des histoires chez eux. Ils ne parlaient pas de traités, de taxes ou de marchés.
Il parlait de l'homme qui dînait parmi les morts, qui souriait pendant que les victimes hurlaient. De cette manière, la terreur de Vlad fut exportée à travers l'Europe, sa réputation d'empaleur grandissant au-delà de l'homme lui-même. Mais le pieu n'était pas toujours utilisé uniquement pour les ennemis. Parfois, c'était pour son propre peuple. Voleurs, criminels, même des paysans accusés de déloyauté, pouvaient se retrouver empalés. La punition n'était pas rapide, mais délibérément agonisante, un avertissement pour tous ceux qui voyaient. Pour Vlad, la loi et la peur étaient inséparables. Lui obéir, c'était vivre. Désobéir, c'était pendre pendant des jours au soleil, le pieu étant votre trône final. Le peuple murmurait, mais il obéissait. L'ordre prit racine là où le chaos avait régné. Les routes étaient sûres, les marchands voyageaient sans crainte des bandits. Le peuple, bien que terrifié par son prince, se retrouva protégé d'une manière qu'il n'avait jamais connue auparavant. Pour eux, Vlad était à la fois un diable et un sauveur. Et toujours, les F. Oretz grandissaient. Lorsque Vlad capturait des pillards ennemis, il ne les rançonnait pas, il ne les échangeait pas, il bordait les routes de leur corps. Lorsque des marchands saxons défiaient ses ordres, il en faisait des exemples, transformant leur mort en avertissements qui résonnaient à travers les montagnes. Chaque pieu s'enfonçait plus profondément dans l'imagination de l'Europe, jusqu'à ce que l'empaleur devienne une figure dont on chuchotait dans les cours et les tavernes. Il ne s'agissait pas seulement de tuer, il s'agissait de spectacle, de rendre la souffrance visible, de créer une légende si terrifiante que les armées faisaient demi-tour et les royaumes tremblaient. Le pieu était la scène de Vlad, et le monde son public. Et pourtant, au fil des ans, quelque chose de plus sombre commença à s'infiltrer dans son héritage. S'agissait-il toujours de stratégie? Ou la cruauté elle-même était-elle devenue son obsession? Empalait-il parce que cela fonctionnait, ou parce qu'il y prenait plaisir? La frontière entre la nécessité et la folie s'estompa, et dans cet estompement, le mythe de Vlad l'Empaleur devint encore plus monstrueux. Des étrangers qui traversaient la Valachie décrivaient une terre qui semblait maudite, un royaume drapé de silence et d'ombre. Ils racontaient des routes bordées de pieux, des kilomètres et des kilomètres de corps se balançant au vent. Des voyageurs des villes saxonnes, des marchands hongrois, même des prêtres errants parlaient de villages où les gens ne regardaient plus les étrangers avec curiosité, mais avec peur, parce qu'en Valachie, la trahison du prince n'était pas punie par la prison, ni par l'épée, mais par le pieu. Les Saxons, en particulier, devinrent certains des ennemis les plus virulents de Vlad. Leurs marchands avaient longtemps joui de privilèges commerciaux spéciaux, mais Vlad exigeait leur loyauté, leurs impôts, leur soumission. Quand ils le défièrent, il répondit comme il le faisait toujours. Ses armées prirent d'assaut leurs marchés, pillèrent leurs biens et emmenèrent leurs hommes, femmes et enfants. Beaucoup furent empalés devant leurs familles. Des caravanes commerciales entières furent clouées au sol et élevées sur des pieux comme avertissement. Les histoires se répandirent rapidement, rapportées en Allemagne, où les imprimeurs s'emparèrent des récits. Des pamphlets furent publiés avec des illustrations grossières de forêts d'empalés. Certains montraient Vlad festoyant parmi les mourants, trempant du pain dans des bols de sang. D'autres le représentaient supervisant des exécutions de masse, pointant calmement du doigt tandis que les soldats hissaient des victimes hurlantes dans les airs. Beaucoup de ces récits étaient exagérés, certains entièrement inventés. Mais le fond en était vrai. Le règne de Vlad était marqué par la mort sur des pieux, et son ampleur était sans précédent en Europe. Et ces images servirent leur but. Dans les tavernes de Vienne et de Nuremberg, des hommes chuchotaient à propos d'un prince diabolique à l'Est, un souverain qui régnait non par l'amour ou la loyauté, mais par la seule peur. Certains étaient horrifiés, d'autres fascinés. Mais tous se souvenaient,
La cruauté de Vlad l'avait rendu inoubliable. Pourtant, au sein de la Valachie elle-même, le tableau était plus complexe. Pour son peuple, Vlad était à la fois tyran et protecteur. Les routes qui avaient autrefois été hantées par les bandits étaient maintenant sûres. Les marchés prospéraient à l'ombre de sa cruauté. Un paysan pouvait trembler à la vue de son voisin empalé, mais il savait aussi que les voleurs ne s'attaquaient plus à ses biens, que les pillards réfléchissaient à 2 fois avant de pénétrer sur les terres de Vlad. La peur, malgré toute son horreur, apportait une sorte d'ordre. Pourtant, l'ampleur de ces punitions ne cessa de croître. En temps de guerre, les prisonniers n'étaient pas épargnés. Des centaines, parfois des milliers de captifs étaient élevés sur des pieux. La foi. Pour Vlad, ce n'était pas de l'excès, c'était de la stratégie. Il savait que la peur pouvait briser des armées là où les épées ne le pouvaient pas. Le souvenir de Targoviste, où 20 000 Ottomans furent laissés à pourrir, lui donna raison. Un empire avait fait demi-tour à la vue de son chef-d'œuvre. Mais à mesure que sa légende se répandait, l'inquiétude grandissait. Même les alliés commencèrent à chuchoter. Cet homme était-il vraiment un défenseur chrétien ou était-il tout autre chose? Certains disaient qu'il était allé trop loin, qu'il se délectait non seulement de la victoire, mais des cris des mourants. D'autres affirmaient qu'il s'était perdu dans la cruauté, que l'empalement n'était plus un outil, mais une addiction. Et peut-être avait-il raison. Vlad semblait prendre plaisir à ses exécutions. Il les mettait en scène non seulement pour les faits, mais pour lui-même. Il dînait sous les corps, parlait aux envoyés, tandis que des victimes se tordaient en arrière-plan, riait tandis que les soldats exécutaient ses ordres. Le pieu n'était pas seulement sa signature, c'était son obsession. Pourtant, ses ennemis le craignaient et son peuple lui obéissait. Le pieu lui donna ce que les couronnes et les armées ne pouvaient pas, le pouvoir absolu. Tant que les forêts d'Empalé se dressaient, Vlad l'Empaleur serait intouchable. Mais dans l'ombre, au-delà des frontières de son pays, sa cruauté semait quelque chose de dangereux. Ses ennemis n'avaient pas seulement peur, ils étaient enragés. Ils complotaient, ils intriguaient, ils chuchotaient dans les cours et sur les marchés que cet homme, cet empaleur, ne pouvait être autorisé à régner éternellement. Ainsi, tandis que les pieux de Vlad gravaient la terreur dans la terre de Valachie, les graines de sa chute étaient déjà en train d'être plantées. Les dernières années du règne de Vlad furent une thème, pète de sang et de terreur, et pourtant, le pieu resta au centre de tout cela. Chaque campagne, chaque confrontation, chaque trahison reçut la même réponse, avec du bois aiguisé, avec des corps tordus, avec le message que personne ne pouvait échapper au jugement de Vlad, l'Empaleur. Lorsque des envoyés ottomans vinrent à sa cour et refusèrent de retirer leur turban par respect, ils se crurent en sécurité en vertu de la coutume diplomatique. La réponse de Vlad fut glaçante. S'ils ne voulaient pas retirer leur turban, alors ils ne les retireraient plus jamais. Il ordonna que des clous de fer soient enfoncés à travers le tissu et la chair, fixant les turbans à leur crâne. Les envoyés hurlèrent, le sang coulant sur leur visage, jusqu'à ce que le silence tombe. Certains dirent qu'ils furent laissés en vie, trébuchant dans l'agonie, cloués à leur propre défi. Les soldats capturés subirent un sort encore pire. Vlad se délectait de montrer aux Ottomans que leur puissance ne signifiait rien sur ces terres. Il fit empaler des bataillons entiers après la bataille, leurs corps dressés le long des rives et des portes de la ville. Marcher en Valachie, c'était marcher dans un cimetière, où chaque chemin, chaque colline, chaque vallée portait la puanteur de la décomposition. Même à l'intérieur de ses frontières, la cruauté de Vlad n'épargnait personne. Des villages soupçonnés de trahison furent réduits en cendres, leurs habitants hissés sur des pieux dans des champs où le blé poussait autrefois.
Les criminels n'étaient pas simplement exécutés, ils étaient exposés. L'empalement n'était pas seulement une question de mort, c'était une question de visibilité. Le pieu transformait la punition en un monument. Des jours plus tard, longtemps après que les cris eurent cessé, longtemps après que la vie se fut éteinte, les corps se tenaient toujours debout, sentinelles silencieuses de la terreur. Des chroniqueurs étrangers parlaient de ces banquets avec horreur. Ils le décrivaient calmement, assis à une table, mangeant du pain et de la viande, tandis que des centaines de victimes se tordaient et gémissaient autour de lui. Certains juraient qu'il trempait son pain dans leur sang, consommant la mort comme partie de son repas. D'autres insistaient que c'était une exagération de la propagande saxonne destinée à le dépeindre comme une bête. Mais pour ceux qui connaissaient Vlad, la frontière entre la vérité et la légende avait déjà disparu. Il était à la fois homme et monstre, à la fois souverain et cauchemar. Et toujours, le pieu était son arme ultime. C'était la peur qui avait brisé la grande armée de Mehmed à Targovishte. C'était la peur qui maintenait les nobles en ordre, la peur qui rendait les paysans obéissants, la peur qui repoussait les envahisseurs avant qu'ils n'atteignent ses murs. Mais la peur est une lame à double tranchant. Plus Vlad l'utilisait, plus elle le consumait. Le pieu ne servait plus seulement la stratégie, il nourrissait quelque chose de plus sombre, quelque chose d'insatiable. L'Europe observait avec fascination et effroi. Pour certains, il était un défenseur de la chrétienté, un prince qui repoussait les Ottomans avec rien d'autre que le feu et la terreur. Pour d'autres, il était pire que les Turcs eux-mêmes, un diable qui se délectait de la souffrance. Sa réputation devint si vaste qu'il n'importait plus ce qui était vrai et ce qui était invention. Vlad l'Empaleur était devenu plus grand que nature, une légende de cruauté qui ne mourrait jamais. Mais les légendes ne protègent pas les trônes. Les nobles qu'il avait purgés, les marchands qu'il avait massacrés, les ennemis qu'il avait enragés, tous se souvenaient. Pour chaque pieu qu'il élevait, il semait une autre graine de vengeance. Et tandis que les forêts d'Empalé lui apportaient le pouvoir, elles l'isolaient aussi. Les alliés commençaient à douter. Les ennemis commençaient à comploter, et des murmures commencèrent à se répandre selon lesquels le trône de l'Empaleur n'était finalement pas inébranlable. Vlad avait bâti son règne sur la peur, et la peur, bien que puissante, ne peut tenir que si longtemps. Ainsi, tandis que les années de sang s'écoulaient, le pieu qui avait autrefois été la plus grande arme de Vlad commença à se retourner contre lui. Car si la peur pouvait disperser des armées et faire taire les nobles, elle ne pouvait acheter la loyauté. Chaque famille noble qui avait perdu fils et filles à cause de sa cruauté se souvenait. Chaque ville saxonne qui avait enterré ses marchands aspirait à la vengeance. Chaque soldat ottoman qui s'était échappé de ses forêts de mort rapportait des récits de sa folie à travers l'Empire. Son jeune frère Radu, le beau, devint l'alternative parfaite. Là où Vlad était impitoyable, Radu était charmant. Là où Vlad régnait par la terreur, Radu offrait des promesses de paix. Soutenu par l'or et les soldats ottomans, Radu chuchota aux boyards qu'ils pouvaient vivre sous son règne sans craindre l'empalement. Et las du sang, fatigués de voir leurs proches pourrir sur des pieux, de nombreux nobles firent défection. Le vent tourna. L'image autrefois redoutable de Vlad commença à faiblir. Les Ottomans envahirent de nouveau, cette fois avec le soutien de l'intérieur de son propre pays. Ses ennemis ne tremblaient plus à son nom, ils avaient soif de sa chute. Il se battit férocement, se retirant dans ses forteresses de montagne, tendant des embuscades et incendiant, mais le flot était imparable. La trahison ouvrit les portes, la perfidie guida les armées, et lentement, l'Empaleur fut acculé. Les légendes disent que ces derniers instants furent aussi sombres que son règne. Certains affirment qu'il fut abattu au combat, se battant jusqu'au bout l'épée à la main, encerclé par des cavaliers ottomans. D'autres chuchotent qu'il fut trahi,
assassiné par ses propres hommes dans la confusion de la guerre. D'autres encore racontent une histoire plus sombre, qu'il fut pris pour un tueur. Hercé par ses alliés, abattu par ses propres compatriotes alors qu'il était déguisé en tenue ennemie. Quelle que fût sa chute, une vérité demeure. Sa fin fut aussi violente que sa vie. Lorsque son corps gisait brisé, les Ottomans prirent sa tête. Ils la transportèrent à Constantinople, un trophée macabre pour le sultan qui avait autrefois fait demi-tour avec horreur depuis Targoviste. Là, dans la capitale de l'Empire, la tête de Vlad fut empalée sur une pique, exposée à la vue de tous, l'empaleur lui-même, victime de son propre symbole. Et pourtant, la mort ne put faire taire sa légende. Le peuple de Valachie murmura sa cruauté pendant des générations. Les Saxons continuèrent d'imprimer leurs pamphlets, le dépeignant comme une bête sanguinaire. Les Ottomans se souvinrent de lui comme d'un diable qui terrifiait même leurs puissantes armées. Avec le temps, les histoires de Vlad l'Empaleur passèrent dans le mythe, mêlant faits et fictions, jusqu'à ce qu'il devienne plus qu'un homme. Ces forêts d'empalés restèrent gravées dans la mémoire. 20 000 cadavres s'élevant comme des arbres contre le ciel, un spectacle qui brisa l'esprit des empires. Son nom devint un avertissement, une malédiction, une ombre qui s'étendit bien au-delà de sa vie. Il n'était plus Vlad, prince de Valachie. Il était Vlad l'Empaleur, l'homme qui régnait par la terreur, qui transforma l'exécution en spectacle, qui sculpta son histoire dans l'histoire avec du bois et de la chair. Et longtemps après que son corps fut réduit en poussière, sa légende perdura. Son règne se termina dans le sang, mais son ombre ne s'est jamais estompée. Vlad l'Empaleur était plus qu'un prince, plus qu'un souverain. Il était un cauchemar vivant, une figure qui transforma l'acte même de mourir en monument. Longtemps après que les pieux eurent pourri et que les cadavres se furent réduits en poussière, l'image demeurait. Des aurès de mort s'étendant sur des miles. Des soldats s'effondrant à la puanteur de la décomposition. Un sultan faisant demi-tour avec horreur, ce n'étaient pas seulement des histoires, c'étaient des symboles, gravés si profondément dans l'histoire que des siècles ne purent en les effacer. Il n'avait pas inventé l'empalement, mais il l'avait perfectionné. Il avait pris l'une des punitions les plus grotesques de l'humanité et l'avait transformée en stratégie, en performance, en légende. Pour Vlad, le pouvoir ne se mesurait pas en armée ou en or. Il se mesurait en terreur. Et en cela, il réussit au-delà de l'imagination. Mais la terreur a un prix. Sa cruauté lui apporta des victoires, mais elle lui apporta aussi la trahison. Ses forêts d'empalés lui firent gagner des batailles, mais elles lui firent perdre des alliés. Au final, la même peur qu'il avait portée au pouvoir le laissa seul, isolé et traqué. L'homme qui terrifia le monde rencontra sa fin dans la confusion et le sang, sa propre tête élevée sur un pieu par ses ennemis. Et pourtant, son nom perdure. Quand les gens parlent de cruauté médiévale, quand ils chuchotent des récits d'obscurité et d'horreur, une figure surgit toujours des ombres. Vlad l'Empaleur, l'homme qui fit de la mort sa couronne et de la peur son trône. L'histoire se souvient des rois, des guerriers et des conquérants. Mais on se souvient de Vlad pour autre chose. Non pas pour ce qu'il a construit, mais pour ce qu'il a détruit. Non pas pour la paix qu'il a maintenue, mais pour la terreur qu'il a déchaînée. Et c'est peut-être pourquoi sa légende a duré si longtemps. Parce que la cruauté laisse des cicatrices plus profondes que la gentillesse ne le pourra jamais. C'était l'art de l'empalement, le théâtre de la peur, la forêt des morts. C'était la marque de Vlad Dracula. Et son nom résonnera aussi longtemps que les hommes raconteront des histoires de terreur. Nous créons ces histoires non pas pour glorifier l'obscurité, mais pour la révéler, pour vous rappeler que l'histoire n'est pas seule. Aimant faite de rois et de couronnes, mais de sang et d'ombre. Si vous voulez vous aventurer plus profondément dans ces cauchemars oubliés, si vous voulez voir le vrai visage des figures les plus sombres de l'histoire, alors rejoignez-nous.
Aimez cette vidéo, partagez-la et surtout, abonnez-vous. Car le passé n'est jamais vraiment enterré. Ces fantômes, tous les fantômes ici, tendance.